Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer le cofondateur de La Première Brique, donc Hugo Berth, avec qui on va pouvoir échanger de La Première Brique, aussi des questions que vous m'avez posées. Donc comment ça va Hugo tout d'abord? Bah, très bien, très bien. Merci beaucoup, Julien. Il y a pas mal de questions qui reviennent, il y a pas mal de personnes qui aussi sont arrivées sur La Première Brique, etc. Et l'idée c'est qu'on puisse échanger et tout là-dessus. Et je voulais tout d'abord te demander un petit peu, ça a commencé comment La Première Brique, cette idée, le projet, etc. Alors, la première brique, ça a démarré avec une rencontre. Ça a démarré, pour parler de l'anecdote, ça a démarré à Shanghai, la première brique. Parce que c'est une rencontre, en fait, j'étais en classe avec mon associé. Donc moi, c'était une reprise d'études, lui, c'était une continuité de ses études. Lui a un profil droit, moi j'ai un profil plutôt chiffre. Et on était dans la même promo en école de commerce, en études d'ingénierie financière. On faisait partie, voilà, on avait bien sympathisé, on s'entendait très très bien et on a fait un voyage de classe à Shanghai. Et lors de ce voyage de classe, en fait, on a partagé la même chambre et on a passé une soirée sur la semaine où en fait on s'est couché à pas d'heure et on a refait le monde tous les deux et on a parlé un petit peu bah, voilà, de comment est-ce que on voyait notre futur, de ce qu'on avait envie de faire et on est tombé hyper raccord sur plusieurs points, sur le fait qu'on avait envie d'entreprendre tous les deux, sur le fait qu'on avait envie d'utiliser nos compétences en finance, nos compétences en droit et surtout qu'on avait une passion qui était l'immobilier. Et tous les deux, on a pas mal voyagé et on a pas mal voyagé dans des pays où il y a des vrais besoins de financement et où le financement participatif est en vogue. Et donc, c'est un sujet auquel on était assez sensible. Et ça a été vraiment la genèse du projet. Ça nous est venu en tête, en fait, si tu veux, à ce moment-là. Et ensuite, on a fait nos chemins. Moi, je suis parti dans le conseil, lui, il est parti en cabinet d'avocat. Et on est resté en contact et on discutait régulièrement de bah, toi, t'en es où dans ta vie, toi, t'en es où dans ta vie. Voilà. Et un jour, il est venu me trouver en me disant mais je sais ce qu'on va faire. J'ai eu tel cas de figure. Regarde cette plateforme, financement participatif immobilier. Ça correspond à tout ce qu'on veut faire. C'est trop bien. Bon, moi, à l'époque, ma femme était enceinte, donc je lui ai dit, OK, je suis chaud, je suis bouillant, on va le faire. Par contre, on le fait à côté de nos jobs et on le fait sur notre temps libre et voilà, on lance ça à côté. Donc, on a lancé ça sur notre temps libre tous les deux en 2019, en mars 2019. On a été immatriculé à l'ORIAS en mars 2019, donc début de la première brique en mars 2019. Et sur 2019, on faisait ça vraiment à côté, en buy side. Ça a bien pris parce que finalement, on était rentable sur notre premier exercice. Alors, on ne se payait pas, on avait très peu de charges et autres, mais on a collecté 622 000 euros en faisant ça vraiment à côté sur notre temps libre. Ça, je pense que je l'ai suffisamment dit. Et l'année d'après, donc 2020, en septembre 2020, on est tous les deux montés à plein temps dans l'entreprise. On a rapidement fait monter quelqu'un à bord pour nous accompagner sur tous les aspects tech. Et voilà, et puis l'entreprise a pris et s'est développée. Et aujourd'hui, on est 13 personnes au sein de la structure, une belle équipe qui fait un super travail. Et on a collecté un peu plus de 50 millions d'euros pour plus de 20 000 inscrits sur la plateforme. Et au total, il y a eu combien de projets du coup là depuis c'est début 2019, c'est ça? Ouais, on est à 272 projets là, à date. Ah ouais, donc ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire pas mal, dont 104 qui ont été intégralement remboursés et un certain nombre qui ont été partiellement remboursés. Ouais. Et d'ailleurs, là, tu dis que vous êtes 13 actuellement et c'est intéressant ça au niveau des profils dans l'entreprise. Est-ce que c'est la majorité des personnes développeurs pour qui gèrent le site ou des personnes qui gèrent plus l'analyse des projets? Ça se passe comment? C'est quoi un petit peu la répartition d'ailleurs sur les Alors, équipes? c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est assez symptomatique de la boîte, si tu veux. Ça en dit beaucoup sur la structure. Euh, Nous, aujourd'hui, on est 13 personnes. Sur les 13 personnes, tu as 5 personnes, enfin 6 en comptant Thomas, mon associé, 6 personnes qui sont sur la partie projet. Donc vraiment, analyse des projets qu'on nous envoie, sachant qu'on n'a pas de business développeur. C'est pas nous qui allons chercher les projets, c'est que des personnes qui nous contactent avec des projets à faire financer. Et on a 6 personnes qui sont en charge d'analyser, de valider la solidité des projets pour ensuite pouvoir les présenter à nos investisseurs.
On a 3 personnes qui sont sur la communication et la relation investisseur. Donc ça, c'est les personnes comme aujourd'hui, c'est Jeanne, Alexiane et Nour qui viennent te répondre. Je viens de me rendre compte que j'avais plus de batterie sur mon ordi. Qui viennent te répondre quand tu poses une question. Et on a une personne qui est sur la tech, qui est chef de projet tech, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Et 2 personnes qui sont légales, donc qui sont sur tous les aspects juridiques, validation des contrats et autres. Et donc, du coup, après, moi et Thomas qui sommes sur l'aspect gestion. Lui supervise le pôle projet, moi je supervise tout le reste. Et voilà. Il y a une question qui est beaucoup revenue parce que, en gros, j'ai demandé à ma communauté ce dimanche de me poser des questions sur la première brique, à la fois des personnes qui sont déjà investies sur la première brique, donc qui investissent sur différents projets, aussi des personnes qui ne sont pas investies. Et il y avait déjà une question qui revient souvent, c'est comment ça se fait qu'on a certains promoteurs, marchands de biens qui acceptent de financer leurs projets à hauteur d'un taux d'intérêt à 10%, voire même des fois un peu plus, alors qu'à première vue, on pourrait se dire, bah, s'ils vont en banque, peut-être ils vont avoir du 2%. Pourquoi Ok, ils financent comme ça, quoi? ok. Un marchand de biens, c'est quoi? C'est une personne qui va acheter un bien, le retaper, le revendre, pour faire hyper schématique. Euh, des opportunités, des bonnes opportunités pour un marchand de biens, c'est rare. C'est en fait assez rare. Et du coup, aujourd'hui, toute personne qui baigne un peu dans ce milieu sait que tu ne laisses pas passer une opportunité. Et aujourd'hui, dans ce milieu, euh, le vrai point sensible, c'est le cash. Parce qu'en fait, il faut avoir du cash pour ne pas laisser passer des opportunités. Donc aujourd'hui, nous, les personnes qui sont en face de nous, elles font le calcul de dire, OK, j'ai une belle opération, elle me rapporte 100 000 si je la fais tout seul, et si j'amène tout mon cash. Mais potentiellement, ça veut dire que derrière, j'en fais pas pendant 6 mois, j'en fais pas jusqu'à ce que cette opération soit débloquée. Ou sinon, cette opération, elle va me rapporter un peu moins, elle va me rapporter 80 000. Mais par contre, derrière, il me reste un petit peu de cash, et ce cash, je peux le mettre sur une autre opération. Et c'est le calcul que font la plupart de nos porteurs de projets, qui est de dire, je préfère que ça me coûte un petit peu de ma marge, parce que concrètement, une personne qui vient nous trouver pour se faire financer, c'est qu'il a une marge qui est déjà très intéressante. Donc, je préfère que ça me prenne un petit peu de ma marge. Mais par contre, je garde mon cash pour être rapide sur d'autres opérations. Et la rapidité, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va sortir du cash pour ces personnes, on va leur permettre de faire un ratio de fonds propres en fait, qui est hyper intéressant. Parce qu'on a des personnes, ça nous est arrivé, qui mettaient, si tu veux, 100 000 euros sur une opération à 1 million d'euros de coût de revient et qui sortaient 300 000 de marge. Et donc, du coup, tu mets 100 000 euros, tu sors 300 000, tu as fait le calcul. Hein. C'est hyper intéressant pour eux. Et le deuxième aspect qui peut être assez déterminant pour eux, c'est que nous, on est très rapide. On a la capacité de sortir des fonds, de libérer des fonds, c'est-à-dire entre le premier coup de fil, on fait tout l'audit et le moment où on va libérer les fonds sur le compte bancaire grâce à notre communauté, on peut mettre un peu plus d'une semaine. Donc, quand tu vois que les délais bancaires aujourd'hui, c'est entre 3 et 4 mois, voilà, tu as vite compris. Je te demande tous 2 secondes, je vais chercher mon chargeur, comme ça on est sûr que ça ne nous coupe pas. Ouais, donc voilà, en fait, c'est vraiment les 2 points qui font qu'une personne vient nous trouver aujourd'hui, c'est qu'elle elle veut pas immobiliser tout son cash sur un seul projet, d'une part. Ensuite, il y a des besoins de réactivité, là où les banques ne peuvent pas vraiment se positionner parce qu'elles ont des process qui sont plus complexes que les nôtres, beaucoup plus de strates. Et donc, voilà, elles sont moins réactives. Ouais, parce qu'on pourrait se dire au premier abord, imaginons le marchand de biens, il est allé voir des banques, il s'est fait refuser partout son projet, et donc il trouve des plateformes de crowdfunding pour se faire financer, alors qu'en réalité, pas forcément, ça peut être juste parce qu'il sait que la banque n'est pas assez réactive, ou parce qu'il va devoir peut-être mettre un apport trop important qui serait pas forcément obligatoire en passant Ouais. par une plateforme. Et en fait, c'est pas faux de penser ça. C'est pas faux du tout de penser ça. Euh, Aujourd'hui, et toute personne qui allait voir une banque s'est déjà trouvée dans ce cas de figure de dire non mais attendez, vous déconnez, enfin, mon dossier il est ultra solide, pourquoi vous ne l'acceptez pas? Et nous, ce qu'on propose, c'est un peu plus de souplesse qu'une banque. Après, il ne faut pas se mentir, hein. Nous, notre business model, c'est la confiance de nos investisseurs. C'est-à-dire que, en fait, notre business, il repose sur une seule chose, c'est la confiance de nos investisseurs. Donc aujourd'hui, notre priorité absolue,
Et si on a 0% de perte aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que notre priorité absolue, ça restera toujours de dire qu'il faut qu'on maintienne la confiance de nos investisseurs. Donc, tous les dossiers qu'on va sélectionner, tous les dossiers qu'on va proposer, c'est des dossiers dont on est sûr et certain qui sont solides. Après, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, on n'est pas à l'abri d'un retournement de conjoncture, on n'est pas à l'abri d'une personne qui soit crapuleuse. Il y a un risque, mais Bien sûr. quand on propose un dossier sur la plateforme, nous, c'est un dossier qu'on a complètement craché, tant en termes de durée qu'en termes de coûts de travaux, et où finalement, on sait que le dossier, si c'est nous qui le faisions, le dossier, il va au bout et puis il est clean. Non, mais en tout cas, c'est clair par rapport à ça. Je pense que ça permettra à tout le monde d'y voir plus clair par rapport au financement des promoteurs, des marchands de biens, etc. Après, il y avait une question. Alors, celle-ci, elle concerne beaucoup plus les personnes qui sont déjà investies sur la plateforme ou qui n'ont pas encore fait leur premier investissement. C'est qu'on a l'impression que de mois, enfin même de semaine en semaine, il y a vraiment de plus en plus d'investisseurs. Donc, on va dire qu'à 5 mois, c'était quand même plus simple d'investir que maintenant. Et du coup, il y avait une question notamment qui m'a été revenue. On m'a demandé, alors je vais te la dire, serait-il possible de trouver une solution afin d'avoir plus facilement accès au projet? Et on proposait une solution du type limiter davantage soit le montant à l'investissement, ou soit peut-être potentiellement ouvrir le projet en 2 fois, à 2 horaires différentes, etc. Donc c'est une question qui revient, je trouve, le plus souvent. Donc je voulais savoir par rapport à ça, vous, en sachant que vous avez mis en place pas mal de choses avec les personnes qui sont sur la liste 1, 2 et 3. Alors, effectivement, la deuxième option, ouvrir en 2 fois, c'est déjà ce qu'on fait. Là, sur certains projets, on a créé des groupes qui sont sur 60 secondes d'écart. Donc, l'idée, c'est que tu as le groupe 1, c'est les personnes qui n'ont jamais réussi à investir. Elles vont se positionner, elles ont 60 secondes pour se positionner, et après, on ouvre au groupe 2, et ensuite, on ouvre au groupe 3. Et là, vraiment, bah, c'est vraiment la deuxième option, ça, c'est ce qu'on fait déjà. Euh, L'objectif ça a été un choix difficile, et en fait, vraiment, on s'est cassé la tête sur ce sujet de comment on fait pour que tout le monde soit satisfait. Parce qu'en face de nous, il faut savoir qu'on a une équation qui est qu'on a 3500 personnes qui se positionnent, qui sont connectées sur le site, quand on a entre 500 et 1500 places. Donc, c'est insolvable, si tu veux. Il y a un moment, il faut aussi accepter le fait que à 18h pile, il y a 3500 personnes qui cliquent sur investir quand il y a 500 à 1500 places. Donc, en fait, la seule solution pérenne face à ça, c'est de dire qu'on fait de plus en plus de projets et qu'on Mm. propose de plus en plus de projets solides. En septembre 2021, on avait 2 auditeurs. En septembre 2022, on en avait 5. Donc, tu vois, l'idée, c'est qu'on fait grandir notre équipe pour auditer toujours plus de projets sans perdre sur la qualité et en même temps proposer plus de projets. Ça, c'est une première solution et c'est la solution la plus pérenne et celle qu'on va favoriser. Et on y est arrivé parce qu'en face de ces moyens, sur décembre 2022, on a collecté plus de projets qu'on n'en avait jamais collecté. Si tu fais le ratio, si tu veux, 2022, on a collecté pour 36 millions d'euros, alors que sur 2021, on avait collecté pour 17 millions d'euros. Donc en fait, on met les moyens pour suivre la croissance de notre base investisseur. Mais elle grandit très très vite et on en est très content parce que ça veut aussi dire que on dit du bien autour de nous, nos investisseurs disent du bien autour d'eux de la plateforme. En janvier 2023, on avait 2300 et quelques nouveaux inscrits sur la plateforme. Alors que 2300 inscrits, c'est ce qu'on a pris entre mars 2019 et mars 2021, en 2 ans. Tu vois, et là, c'est ce qu'on a fait en un mois. Donc, on a une croissance qui est exponentielle. Et notre vrai défi aujourd'hui, c'est de répondre à cette croissance de façon ultra positive en proposant plus de projets et en proposant des solutions comme les groupes tranches où effectivement, on va essayer de proposer à tout le monde une première expérience d'investissement qui soit facilitée. Et après, tu rentres dans la course et là, c'est un peu plus touchy. Mais on propose aussi des montants plus importants. Là, on va bientôt proposer un premier projet à 1 million d'euros, c'est un record. On a proposé il y a peu de temps un projet, le 11, à 990 000 euros. On essaye aussi
d'augmenter la taille des projets sans pour autant renier notre ADN, qui sont les projets entre 300 et 500 000 euros de besoin de financement. Et parce qu'au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus des plus petits projets, des fois Ouais. des collectes de 90 000 euros. Maintenant, c'est quand même, comme tu dis, là, le dernier projet 11, et bah, il y a beaucoup de gens qui ont pu investir dessus parce que ça partait pas non plus Et en pourtant, deux c'est parti secondes. vite. C'est parti, je crois que c'est parti Mais, en un peu moins d'une heure. mais en Euh, 1 heure, quand même, ça peut laisser potentiellement le ouais, temps c'est clair. à. C'est clair. Donc, On est d'accord. On est d'accord. Mais celui-là, tu vois, moi, je m'attendais à ce qu'il mette 24 heures à être collecté. Le précédent qu'on avait fait à plus de 800 000 euros, il a mis quelques heures. Ta question, c'était aussi sur limiter le montant. oui. Et sur ce point-là, je n'ai pas répondu. Limiter le montant, c'est quelque chose qu'on fait déjà. On a une limite à 2 000 euros par personne par projet pour permettre, pour des raisons réglementaires d'une part, mais aussi pour permettre à plus de monde de pouvoir se positionner sur nos projets. Et cette limite, quand bien même demain, avec le nouvel agrément européen, on aura le droit de proposer sur des montants plus importants, eh ben, on ne le fera pas. Parce que, en fait, c'est important pour nous que cette limite subsiste. Pour autant, cette limite, elle nous a quand même coupé de pas mal d'investisseurs qui voulaient investir sur des montants plus importants. Et du coup, on ne peut pas sans arrêt baisser cette limite parce que on a beaucoup d'investisseurs que ça n'intéresse pas d'investir 2 000 euros et qui, en dessous de 5 000 euros, bah, se positionnent pas. Il faut savoir que la plupart de nos concurrents, ils ont un ticket d'entrée qui est supérieur à 1 000 euros. Et donc, à partir de là, si nous, on commence à être les personnes où tu peux investir en dessous de 1 000 euros, bah, je trouve que tu te coupes d'une trop grande partie de notre communauté et c'est pas notre volonté non plus. Et d'ailleurs, ça, en interne, tu sais à peu près enfin, on va dire l'investissement moyen sur une moyenne, sur un projet. Ça dépend beaucoup du Sur, projet ou ouais, non? sur 2022, c'était 657 euros. Ok. En moyenne, sur n'importe quel projet, c'est le montant Ouais, moyen. c'est ça. Mais sachant Ok. que ces 657 euros, ils sont hyper disparates parce qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui investissent 2 000 euros, mais vraiment beaucoup. Et on en a beaucoup aussi qui investissent à coût de 50 euros. Donc en fait, ça fait que ta moyenne, elle est un peu biaisée. Alors ça, c'est une question sur la différence entre le crowdfunding comme la première brique avec tout ce qui est investissement en SCPI. Ok. C'est quoi pour toi la différence qu'il y a entre les deux concrètement? Alors, je dirais que le mot d'ordre, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'investir en SCPI, en général, tu le fais via un conseil et il y a des frais d'entrée. Donc, qui dit frais d'entrée dit qu'il faut que tu laisses ton cash dans la SCPI pendant un certain temps avant que ce soit rentable. Là où sur la première brique, tu n'as aucun frais à l'entrée. Le rendement est un peu plus important parce que tu es sur du 7% net, là où sur les SCPI, tu es plus sur du 7% brut. Et tu as une fiscalité, alors je ne maîtrise pas très bien la fiscalité des SCPI, mais le crowdfunding, tu as une fiscalité qui est la flat tax, qui est ultra simple. Donc finalement, tu pars de 10% de rendement moyen, tu enlèves 30%, ça te fait du 7% net, et tu n'as aucun frais caché. Et surtout, si tu peux retirer tes fonds après ton premier projet, tu peux, et il y a aucun frais là-dessus. C'est la grosse différence que je vois avec une SCPI où déjà les tickets d'entrée sont beaucoup plus importants. C'est pas entre 1 et 2 000 euros, c'est minimum à 10 000 euros en général, sauf cas particulier. Je sais que tu as des SCPI qui se sont créés il y a peu de temps sans aucun frais. Après, il faut voir où est-ce qu'ils se retrouvent et ils se retrouvent forcément quelque part. Je pense que tu les prends dans le rendement ou il faut bien qu'ils se payent, hein. C'est une question économique pure. Euh, et voilà, dans les grandes lignes, SCPI, tu as des frais, tu es un peu plus figé, c'est moins souple en termes de retrait de ton cash que crowdfunding. Ok, De ma ok. compréhension en tout cas. Est-ce que vous avez prévu alors, il y a deux questions. On va commencer par la première. C'est d'avoir une application directement par téléphone ou est-ce qu'au contraire, non, d'avoir un site web mais accessible depuis téléphone ou Alors aujourd'hui, les ordinateur? stats, c'est que, et ça parle, 50% Ouais, de c'est notre intéressant. communauté utilise sur son mobile. Hmm. Donc 50% de la commune investit depuis le mobile. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'a priori, notre application mobile fonctionne plutôt bien.
notre application, pardon, notre site est plutôt assez responsive et bien utilisé sur mobile. Après, ça veut aussi dire que si on a 50% qui y sont sensibles, ça peut valoir le coup de faire une application parce que ce sera encore plus chouette pour eux. Donc, l'application mobile, elle fait partie des projets, elle fait partie des choses qu'on veut développer, mais on ne veut pas le faire n'importe comment et ça prend du temps. Et aujourd'hui, on n'a pas lancé le chantier. Donc, ce sera probablement pas en 2023. Par contre, sur 2024, il y a fort à parier qu'on pourra en parler très sérieusement. Ouais. Et tu as parlé de la fiscalité juste avant, que c'était Ouais. la flat tax à 30%. Et ça aussi, ça pouvait revenir. C'est globalement, comment ça se passe au niveau de la déclaration? Est-ce que les personnes doivent le déclarer sur leur avis d'impôt en fin d'année? Ou est-ce que vous prélevez Alors, c'est accessoirement? toute la beauté de la première brique, c'est qu'on travaille pour vous. Il n'y a pas de frais et en plus, on travaille pour vous. Et du coup, c'est nous qui faisons la déclaration chaque mois des intérêts qu'on a versés à chacun des investisseurs. C'est nous qui payons l'impôt pour vous. Et annuellement, là, on est en plein dedans, on est en train de le faire cette semaine. Annuellement, on fait une déclaration personne par personne, investisseur par investisseur, pour résumer ce qui doit être rempli dans sa fiche d'imposition. Et du coup, tu retrouves toutes les infos dans ta fiche d'imposition. Et cet imprimé fiscal unique, tu le retrouves dans ton espace utilisateur, dans mes investissements, et ça te permet de contrôler ce qui est mis sur ta déclaration au regard des investissements que tu as fait. Ça, c'est vraiment Aujourd'hui, top. tu l'as pas parce qu'on est en train de le faire, mais tu l'auras dans les prochaines semaines, très prochainement. Ok. Et ça, c'est vrai, c'est super cool parce que quand il faut déclarer chaque transaction, notamment avec, je le vois souvent avec la bourse, avec les comptes titres, waouh, ça n'a rien à Ouais. voir, c'est un peu la galère. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je voulais te demander, parce que certaines plateformes de crowdfunding font ça, d'autres non. Typiquement, il y en a une très très grosse qui fait ça. Et je pense pas que c'est le cas de la première brique. Imaginons, vous avez sur le projet le 11 qui était sorti, où il y avait presque 1 million de collectes. Est-ce qu'il y a des pré-réservations que par, imaginons, un gros investisseur, enfin un fonds ou peu importe, qui souhaite mettre 200 000 euros et donc automatiquement, bah, c'est prélevé dès le début de la collecte. Donc ça fait que ça se remplit beaucoup plus vite. Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment, même s'il y a un fonds, bah, il investit comme tout le monde, il doit se connecter à l'heure. Alors, des fonds qui investissent entre 1 et 2 000 euros, Ah oui, c'est 2 000 euros. c'est Ah oui, pas là, hyper rentable pour eux. c'est vrai. Là, au prix de ton analyste, je pense que tu es dans les choux à 2000. Mais par contre, non, non, du coup, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de monde et il y a beaucoup trop de frustration du côté des collectes pour qu'on fasse des réservations. On ne fait jamais de réservation sur les collectes publiques. En fait, tu ouvres ta collecte, et ben, ça lag parce que tu es à zéro et en fait, tu as tout le monde qui se charge en même temps sur le, sur la plateforme et qui cherche à remplir son investissement, quoi. Et Hugo, d'ailleurs aussi, ça c'est un point hyper intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a jamais eu de défaut, on va dire, enfin les défauts, globalement, c'est soit retard et après défaut, ou en mode c'est vraiment perte en capital. Alors, au Comment- sens de l'AMF, petite Ouais. précision, au sens de l'AMF, le défaut, et j'ai appris ça il y a peu de temps dans le cadre du dépôt du dossier d'agrément, le défaut, et d'ailleurs tu verras, il y a pas mal de plateformes qui ont changé leur wording et qui parlent de perte et plus de défaut, et nous on a modifié aussi. Le défaut, c'est à partir du moment où tu as plus de 90 jours de retard sur un dossier, c'est ce qu'on appelle un défaut de paiement en fait. C'est 90 ou 60, ça dépend de la réglementation. Je crois que l'ancienne réglementation, c'est 90 et la nouvelle, c'est 60 ou l'inverse. Mais du coup, le défaut, c'est ça. Et la perte, effectivement, c'est quand ton dossier il est en liquidation, quoi, si tu veux. C'est que tu sais que tu ne recouvreras pas les fonds. On peut en venir à ce point-là, c'est tout ce qui garantit des projets. On peut voir que sur chaque projet, les garanties peuvent être différentes. Et ça peut être intéressant. C'est selon toi, alors, quelles sont les meilleures garanties pour un projet de crowdfunding immobilier, en sachant que il y en a pas mal. Moi, que j'avais présenté un peu sur la chaîne avec les fiducies, les garanties à première demande, les hypothèques de premier rang. Est-ce que selon toi, bah, il y a des hypothèques qui sont plus intéressantes que d'autres, notamment pour l'investisseur?
ou s'il y a un défaut, bah, ça permet de potentiellement sauver plus de meubles que s'il y a une faible garantie, quoi. Ok. Alors, moi, ma préférée, c'est l'hypothèque de premier rang inscrite. Parce que l'hypothèque de premier rang inscrite, concrètement, si la personne fait défaut, tu possèdes un bien. Sans qu'il y ait de négociation possible ou quoi que ce soit, tu deviens titré sur le bien. Donc c'est quand même assez solide et tu as un foncier derrière. C'est pour ça que quand on finance un projet, quand on est avec hypothèque, donc ça veut dire quand il n'y a pas de banque, on va toujours regarder la valeur du bien, à quel prix il est acheté par rapport à sa valeur de marché, pour s'assurer que sur ce bien, on peut se rembourser. J'aime beaucoup l'hypothèque. La garantie à première demande, selon la solidité de la société qui est en face, c'est aussi une très belle garantie parce qu'en fait, c'est comme une caution personnelle, sauf que c'est sur une personne morale. Et une personne morale qui a des activités, qui a de la trésorerie, et c'est quand même assez costaud. Finalement, le moins costaud de tout ça, pour moi, c'est la caution personnelle. Parce que la caution personnelle, il faut qu'elle soit cohérente au regard du patrimoine de la personne. Il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui prennent des cautions personnelles qui en fait n'ont pas de grande valeur parce que en face de toi, tu as une personne qui a très peu de patrimoine personnel et qui va pas vraiment pouvoir. Enfin, en fait, le jour où tu vas activer ta caution personnelle, il lui suffit d'aller chez le juge et de dire, écoutez, la caution personnelle est déraisonnable au regard de mon patrimoine Mm. pour faire tomber sous nullité ta caution personnelle. Donc c'est peut-être la moins solide de tous. Mais ma préférée, moi, c'est l'hypothèque. Sur les fiducies, nous, on n'en fait pas parce qu'on est sur des tickets qui sont trop faibles pour que ce soit intéressant. La fiducie, c'est un coût qui est important, à mon sens, de ma compréhension. Euh, et, euh, et du coup, c'est pas quelque chose qu'on fait. Ok, non, bah, hyper clair. Bon, on va finir en tout cas par ça. Donc en tout cas, merci Hugo hein, d'être venu sur la Mais je chaîne. t'en prie. C'était Je t'en hyper prie, cool. merci à toi. C'était top. Et pour ceux aussi qui souhaitent, alors qui sont déjà clients la première brique, je mettrai un code bonus que vous pouvez utiliser pour vos investissements pour avoir 1% de bonus sur chaque investissement. Et pour ceux qui ne sont pas clients, je mettrai aussi un lien bonus pour avoir aussi 1% sur son premier investissement. Et on peut te souhaiter quoi là pour l'avenir, pour la première brique vous avez des projets? 0% de taux de perte Oui. et puis non, que ça continue comme ça et que on continue d'autant se faire plaisir dans ce qu'on fait parce que on est avec une super équipe, on adore ce qu'on fait et c'est du bonheur tous les jours, quoi. Et on a une super communauté aussi, il faut le dire. Non, mais c'est top. En tout cas, moi, j'ai prévu de continuer de faire des vidéos sur la première brique, sur le suivi de mes investissements, etc. Parce que pour l'instant, je suis hyper content des investissements que j'ai pu faire, des garanties sur les projets. Et aussi, un point hyper cool, on n'en a pas parlé, mais moi, ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est tout ce qui est analyse des projets où ça reste hyper complet. Tu parlais tout à l'heure des prix moyens du marché, etc. Bah, du coup, vous faites une comparaison par rapport au prix d'un secteur, etc. Et après, quand on va sur meilleur agent, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence entre un site, Ah bah ça sort de. En général, on va sur, si tu veux nos sources, on va sur le baromètre des notaires, sur meilleurs agents, on a plusieurs. Moi j'aime bien le baromètre des notaires et meilleurs agents, mais tu as aussi, il y a des applications payantes aussi qu'on peut utiliser. Et l'idée c'est qu'on recoupe plusieurs sources pour avoir vraiment des infos qui soient. Parce que si tu regardes, par exemple, le baromètre des notaires, je sais qu'en général ils sont assez bas. Mais si tu recoupes avec meilleurs agents ou avec d'autres sources, ben, tu peux sortir sur des infos qui commencent à être assez cohérentes en fait. ouais, non, mais c'est top. Je te l'ai dit en préambule et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que nous, notre société, elle tourne et elle tourne aussi bien parce que on met beaucoup, beaucoup de moyens pour honorer la confiance que nous font nos investisseurs et pour pas les décevoir. Donc, euh, ça passe par l'audit du projet, ça passe par la gestion du projet en cas de couac, ça passe par pas mal de choses, par la réactivité dans nos réponses, ça c'est hyper important. Aujourd'hui, il n'y a pas de numéro de téléphone sur la plateforme, mais si tu envoies un mail via contact, dans les 48 heures, dans le pire des cas, tu as une réponse. Et je pense que c'est appréciable. Mm. Non, mais c'est sûr. Mais merci à toi en tout cas, Hugo. Et voilà, bonne continuation pour la suite. On se tiendra au courant et potentiellement aussi un futur interview s'il y a des mises à jour de la plateforme, des annonces, etc. Ce sera l'occasion d'en Avec grand discuter. plaisir, avec grand plaisir. On va avoir des annonces avec le nouvel agrément.
On Ok. va avoir des annonces avec, on a pas mal de trucs là dans les tuyaux. Tu as parlé de l'application mobile, mais avant l'application mobile, on a un gros scoop qui va arriver. Donc, il est pas encore temps de l'annoncer, mais on est en train de penser à un très, très gros développement qui devrait être très chouette. Ah, bah, top, hein. On a hâte. À bientôt, Hugo, en tout cas. Bien. Merci À bientôt. Julien.